Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et c'est ça le vrai scandale en fait qui est sous nos yeux. L'évasion fiscale qui est illégale devient de plus en plus légale. Le CAC 40 a plus de 1500 filiales dans les paradis fiscaux. Normalement, les dirigeants politiques devraient les interroger, leur demander pourquoi ils ont des filiales et qu'est-ce qu'elles font là-bas. Bah non, on fait comme si de rien n'était. C'est ça l'hypocrisie. C'est quand on ne nomme pas les choses. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Instant Porcher. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Ça y est, on est à la télévision. Alors pour vous qui nous regardez sur internet, ça change rien, quoique c'est une révolution médiatique. Ça y est, grâce à vous, nous avons enfin un média libre et indépendant, un média des luttes sur les bouquets télé des box internet. Oui, nous nous frottons aux grandes chaînes. Pour l'instant, nous sommes sur le canal 350 de Free, car malgré le conventionnement de l'Arcom, des opérateurs privés nous barrent encore la route. Nous avons d'ailleurs lancé une pétition contre cet accaparement des canaux malgré un oui de l'État. Et pour l'occasion de ce lancement sur la télé, après avoir vu tout votre enthousiasme et la force que vous nous avez donnée, nous avons décidé de poursuivre quelques jours notre grande levée de fonds Kiss Kiss Bang Bang. Aidez-nous à bâtir et faire vivre une grille des programmes ambitieuse. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas. Bonjour Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, ce grand rapport sur l'évasion fiscale et pas que, qui montre un grand manque à gagner pour les pays et leur population. C'est parti. Les milliardaires paient moins d'impôts que les citoyens, les grosses entreprises moins que les PME. Comment c'est possible ? On y va. Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, vous vous souvenez sans doute de ces scandales d'évasion fiscale. Véritable fléau pour nos économies, la fraude fiscale est parfois non comprise dans son ampleur et les conséquences dans nos vies. Elle est aussi sujette à débat et idées reçues, vous nous connaissez, on va détricoter tout ça. L'Observatoire européen de la fiscalité vient de publier son dernier rapport. La bonne nouvelle, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de dissimuler des fortunes sur des comptes en Suisse ou à l'étranger. La part des comptes offshore échappant au fisc a été divisée par 3 en moins de 10 ans. Ce qui a joué que des pays et banques jouent le jeu et partagent les infos des comptes offshore de leurs clients. Mais tous ne le font pas encore. En 2007, les plus fortunés ne déclaraient que 10% de la richesse qu'ils plaçaient hors de leur pays. Aujourd'hui, c'est 75%. Bon, le reste du rapport est beaucoup moins bon. En 2021, 140 pays se sont mis d'accord sur le principe d'une taxe minimale à 15% sur les bénéfices des sociétés multinationales. C'était vraiment un pas de géant, même si le taux proposé était nettement plus faible que ce que doivent payer les PME, parce que c'était la première fois qu'il y avait un accord international qui venait fixer un taux minimum d'imposition. Je cite Gabriel Zucman, coordinateur du rapport sur France Info. Mais cet impôt a été dénaturé par de multiples exonérations, dérogations, et le rendement espéré a été divisé par 2. Surtout, le rapport montre que les milliardaires paient moins d'impôts que les citoyens en proportion. Les plus riches, qui sont moins de 3 000 dans le monde, dont 75 Français, détiennent plus de 12 000 milliards de dollars. On ne peut même pas se rendre compte. Leur taux effectif d'imposition est entre 0 et 0,5% de leur fortune. Comment c'est possible ? Thomas va nous l'expliquer, mais c'est grâce notamment aux sociétés écrans. Pour les multinationales, une partie de leurs bénéfices échappe à l'impôt. Cela représente un manque à gagner global à 1 000 milliards de dollars en 2022, chiffre le rapport. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de pratiquer la fraude fiscale pour échapper aux impôts. Il suffit d'optimiser, et souvent dans des cadres tout à fait légaux. Thomas, on va y aller avec toi. Et qu'est-ce que tu as pensé d'abord en général du rapport de Gabriel Zucman ? Alors c'est un rapport où il y a énormément d'informations. Il faut saluer le travail de Gabriel Zucman et des économistes, des administrations fiscales qui ont joué le jeu. Et effectivement, on est sur de l'évasion fiscale, donc c'est très difficile à quantifier. Et là, vous avez un certain nombre de chiffres que tu as énoncés. Et donc c'est très important pour les politiques, les ONG et même pour les citoyens. Parce que l'évasion fiscale, c'est un véritable problème. C'est des ressources que nous perdons dans des moments où nous en avons besoin pour la transition écologique et pour les services publics. Alors, je le disais en introduction, la part des comptes offshore échappant au fisc a été divisée par 3 en moins de 10 ans. C'est plus difficile maintenant de cacher ces comptes, mais il n'y a plus vraiment besoin de la fraude fiscale aujourd'hui pour payer moins d'impôts. Thomas, il existe l'optimisation fiscale. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, en fait, c'est ça mon désaccord avec aussi Gabriel Zucman, c'est que quand il a présenté ce rapport, il a dit il y a des choses bonnes, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'évasion fiscale des particuliers, c'est-à-dire la personne qui va mettre sa mallette et qui va la planquer dans un compte en Suisse ou ailleurs sans le déclarer à l'administration fiscale de son pays, ce qui a été par exemple le cas de notre ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui avait un compte secret. Il dit que cette partie est positive parce qu'elle diminue.
c'est ce que tu as rappelé. Et puis après, il dit que les aspects négatifs, c'est l'impôt, on va en parler, c'est l'impôt mondial sur les bénéfices et le fait que les milliardaires soient très peu imposés. Mais même cet aspect positif, certes, on le doit à l'échange informatique d'informations bancaires, etc. Mais en même temps, on le doit aussi au fait que l'évasion fiscale, qui est illégale, devient de plus en plus légale et se transforme en optimisation fiscale. Donc on a un mouvement de ce qui était finalement à l'époque illégal avec la mallette, etc., à quelque chose qui est parfaitement légal. Vous avez encore un certain nombre, et ça représente des sommes assez énormes, de gens qui placent leur argent sur des comptes sans le dire, parce qu'il y a une grande économie informelle. Mais dès que vous êtes un homme d'affaires très riche et que tout ça est parfaitement légal, vous n'avez plus besoin de cacher ça. Vous faites appel à un avocat fiscaliste qui vous trouve un moyen, via des sociétés écrans, etc., d'échapper à l'impôt de manière parfaitement légale. Et c'est ça le vrai scandale, en fait, qui est sous nos yeux. C'est que tout ça est légal et que tout le monde le voit et que personne ne dit rien parce que c'est légal. Quand vous regardez, par exemple, les dirigeants européens, ils ont fait une liste des paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux, ils n'ont pas mis l'Irlande, ils n'ont pas mis le Luxembourg, ils n'ont pas mis Malte et ils n'ont pas mis les Pays-Bas. Donc ils mettent des îles Vierges, les îles Caïmans, etc., mais ils ne mettent pas des pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier déni. Quand on regarde les dirigeants politiques chez nous, les dirigeants politiques, vous regardez le CAC 40, le CAC 40 a plus de 1500 filiales dans les paradis fiscaux. Normalement, les dirigeants politiques devraient les interroger, leur demander pourquoi ils ont des filiales et qu'est-ce qu'elles font là-bas. Faut justifier quand on est... non, on fait comme si de rien n'était. Et puis vous avez aussi les statisticiens. Vous regardez les stats d'Eurostat, si vous regardez le taux de croissance cumulé de 2019 à 2023. Le taux de croissance cumulé de 2019 à 2023, en France, il est inférieur à 2%. Il doit être 1,9, inférieur à 2%. En Allemagne aussi, même en dessous de la France en Allemagne. Et vous regardez le taux de croissance cumulé sur 4 ans, par exemple, de l'Irlande, il est à 42%. Pourquoi il est à 42%? Tout simplement parce que vous avez un certain nombre de multinationales qui mettent leurs bénéfices en Irlande parce que la fiscalité est plus faible. Donc tout le monde le voit en fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde le voit, mais personne ne le dénonce. Tout le monde fait comme s'il n'y avait pas de problème parce que c'est légal. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le nerf de la guerre est aussi sur le droit et de faire en sorte que ces pratiques ne soient plus légales. Il y a des pratiques qu'on a considérées comme légales il y a quelques siècles, comme le travail des enfants il y a 2 siècles. C'était légal. Le droit a évolué. Parce qu'il a jugé que c'était plus acceptable et maintenant c'est illégal. Et il faut que le droit évolue aussi énormément, que ce soit au niveau national, peut-être européen et après international, on peut toujours rêver, mais il faut qu'il évolue sur ces questions. Justement, on nous dit qu'il existe des règles anti-abus dans le droit. C'est quoi et pourquoi elles ne sont pas appliquées aujourd'hui? En fait, la situation d'abus de droit fiscal, c'est quoi? C'est une situation où vous avez le droit, vous êtes dans le droit, mais vous avez abusé du droit. Mais vous avez le droit, mais vous avez abusé. Donc on vous dit, tu as un petit peu abusé des prix de transfert ou des prix comptables pour enrichir ta filiale et échapper à l'impôt en France. Donc là, on va te rappeler à l'ordre. Mais ça inverse, en fait, pourquoi ce n'est pas un outil juridique efficace? Parce que ça inverse le rapport de force. C'est-à-dire que quand vous faites un contrôle fiscal, qui soit dit en passant, diminue depuis 10 ans les contrôles fiscaux, parce qu'on a tellement licencié de gens à Bercy qu'il y a de moins en moins de contrôles fiscaux. Il y en a 10 000 en moins, je crois. Donc quand on veut lutter contre l'évasion fiscale, déjà, il faut faire des contrôles fiscaux. Mais quand on fait un contrôle fiscal et qu'on voit des choses bizarres, on demande à l'entreprise de se justifier de ces bizarreries. Là, quand vous faites recours à la situation d'abus de droit fiscal, c'est l'administration qui doit faire les travaux pour prouver qu'il y a un abus de droit fiscal, puisque la personne respecte les règles. Donc c'est l'administration qui fait le travail. Et ensuite, ça passe devant un tribunal, puis parfois l'administration est déboutée. Donc là, ce n'est pas un outil efficace. C'est pour ça que c'est pratiqué en Europe, c'est pratiqué très largement par toutes les grandes multinationales. Je vous rappelle que Apple paye ses impôts en Irlande et qu'elle payait 0,05% d'impôts. Donc là, on a des taux proches de 0% des îles Vierges, des îles Caïmans. Donc en réalité, la solution est dans le droit. Mais ça ne va pas être dans le droit en ayant recours à ce que l'on a comme outil aujourd'hui. Le droit des sociétés en France, il date de plus d'1 siècle. Donc il n'était pas du tout adapté à la mondialisation. Aujourd'hui, on a des multinationales, 50% des échanges, c'est entre filiales d'un même groupe. Donc il faut absolument revoir le droit. Ça, c'est un prérequis. Le rapport et ces chercheurs, dont Gabriel Zucman, proposent comme solution un impôt minimum mondial à 2% sur la fortune des milliardaires. Une telle mesure aurait rapporté 214 milliards en 2021, 250 milliards d'euros en 2023. C'est ce que raconte Quentin Parinello, qui est un autre chercheur sur le rapport. Et je cite Gabriel Zucman sur France Info encore, il dit « Et en même temps, ça resterait modeste par rapport au taux de croissance de la fortune des milliardaires qui a été en moyenne de 7% par an depuis les années 90. Est-ce que tu partages la même piste pour la solution?
Mais bien sûr qu'il a raison, il faut un impôt, etc. Alors l'impôt, c'est toujours après coup, c'est-à-dire que les gens se sont enrichis, comme il le dit, puis après on va prélever une partie pour rééquilibrer et le donner aux États qui investissent dans les services publics ou la transition écologique. Donc oui, je suis d'accord. Mais après, et là où c'est nécessaire, mais pas suffisant. La première des choses, c'est que s'il y a un impôt qui est créé, il ne faut pas ensuite qu'il y ait des niches et des exonérations qui soient créées. Comme c'est le cas sur la taxe mondiale sur les bénéfices, où après il y a un certain nombre d'exonérations. Par exemple, la taxe mondiale sur les bénéfices, elle est à 15%. Ça veut dire que vous devez payer dans plus d'une centaine de pays 15% minimum d'impôts. Aujourd'hui, la fiscalité en Irlande, c'est 12%. Vous voyez, donc c'est en dessous. Alors, ça ne veut pas dire que si tu vas en Irlande, tu vas payer 15%. En fait, tu peux avoir une exonération. Si tu vas en Irlande et que tu montes une infrastructure assez importante, eh ben, tu peux bénéficier du taux de l'Irlande. Et en plus, si tu es un bon négociateur, tu peux peut-être bénéficier du taux d'Apple, qui est quasiment de 0%. Donc, il y a des moyens de contourner. Et je pense que les grandes multinationales, qui ont des armées d'avocats fiscalistes, vont faire des coûts-avantages pour voir comment elles peuvent créer une petite infrastructure un peu factice, soumettre quelques emplois comme ça pour montrer qu'en fait, elles peuvent être imposées au taux du pays et échapper à cet impôt minimum sur les sociétés. Donc, vous voyez, il y a toujours des moyens, quand on crée un impôt, de les éviter. C'est ce qu'on a vu, en tous les cas, dans ces dernières années pour les très, très riches. Mais c'est nécessaire. Et la deuxième des choses qu'il faudrait ajouter, encore une fois, c'est cette réforme vraiment du droit. Qu'on ait un droit des sociétés qui soit adapté à la mondialisation, et ça on peut le faire même de manière nationale pour faire en sorte, je sais pas moi, de justifier de filiales, de demander aux entreprises de s'expliquer là-dessus. Il faut aussi, nommer les choses. Aujourd'hui, on ne nomme même pas les choses, c'est-à-dire dire qu'il y a des paradis fiscaux en Europe, faire du name and shame game. Vous savez, avant la réunion de l'OCDE en 2009, où Nicolas Sarkozy était sorti en disant qu'on en avait fini avec les paradis fiscaux. Il y a eu cette grande réunion et vous aviez une liste de l'OCDE qui nommait les paradis fiscaux. Et à partir du moment où vous vous engagez, c'est un peu pareil en Europe, vous vous engagez à être coopératif, à faire des efforts, on vous retire de la liste. Donc en 2009, avant cette réunion qui devait en finir avec les paradis fiscaux, qui avait été identifié comme un problème dans la crise de 2008, eh ben, vous saviez, il y avait combien de pays sur la liste de l'OCDE ? Zéro. Zéro pays. Donc l'OCDE ne reconnaissait pas de paradis fiscaux, parce que tout ça veut dire on va faire des efforts, alors que zéro. Donc vous voyez, ça, c'est ça l'hypocrisie. C'est quand on dit on ne nomme pas les choses. Donc ça, il faudra le faire. Et puis la dernière des choses, c'est qu'il faut que les exilés fiscaux, légaux ou de manière illégale, aient peur des sanctions. Or là, les sanctions sont beaucoup trop faibles. Je veux dire, quand vous faites une loi en 2018, comme l'a fait Emmanuel Macron, de droit à l'erreur sur la question de fraude fiscale, c'est ce qu'il a dit, le droit à l'erreur. Vous permettez aux entreprises d'avoir des marges de manœuvre. Or, il faudrait être intransigeant sur la question de l'évasion fiscale, parce que l'évasion fiscale a un impact sur les gens qui vivent en société. On a moins de dépenses dans les services publics, dans la transition écologique. On a fait la réforme des retraites pour économiser 10 milliards. On est très loin des sommes dont on parle ici. C'est quoi l'impact concret de l'évasion fiscale, qu'elle soit légale ou non, sur la sphère publique en France ? C'est exactement ce que je venais de dire là. C'est-à-dire, on a fait cette réforme des retraites. On nous a dit qu'il fallait le faire, que ça touche l'ensemble de la population, pour 10 milliards, qui d'ailleurs, sur la majorité des scénarios, allait s'atténuer dans le temps. Mais on l'a fait pour 10 milliards. On a fait la réforme de l'assurance chômage également. Alors, on nous dit toujours, mais tout est contraint à des économies à chaque fois. D'accord ? On fait des investissements trop faibles sur la transition écologique. Et d'ailleurs, Gabriel Zucman le dénonce bien dans son rapport. On fait surtout des exonérations, des baisses d'impôts pour inciter les gens à aller sur l'économie verte plutôt que de l'investissement public. Et puis après, ça crée un problème de consentement à l'impôt. Quand vous avez les plus riches qui échappent à l'impôt via des mécanismes de prix de transfert et d'optimisation fiscale, et que les plus pauvres n'arrivent pas à le faire, vous avez un problème de consentement à l'impôt. Vous avez une vraie inégalité en termes de pression fiscale. Et vous vous mettez à la place d'un commerçant, on prend souvent cet exemple, mais il est criant, d'un commerçant qui ouvre son café, qui lui va avoir une pression fiscale plus forte qu'un géant des cafés américains, qui lui va avoir une pression fiscale beaucoup plus faible alors qu'il est plus riche. C'est pas possible. Je veux dire, ça crée une sécession, une société où on revient à l'ancien régime, où les pauvres payent finalement pour le modèle social que tout le monde va utiliser, y compris les riches. Donc c'est inacceptable. Et qu'est-ce que tu penses de ces pays qui baissent leur fiscalité justement pour attirer des hauts revenus ? Oui, il y en a au sein de l'Europe, il y a le Portugal par exemple. On dit tout le temps que quand on est un très riche retraité, il vaut mieux aller le passer au Portugal parce qu'on a des avantages fiscaux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs, de sportifs qui vont vivre au Portugal. Il y a aussi la Grèce qui fait ça. Mais vous voyez, là on revient à la question d'avant.
ce qui est horrible, c'est que ces pays sont des pays d'émigration. C'est-à-dire que c'est des pays, en Grèce, vous avez 1,5 million de Grecs qui ont quitté leur pays, majoritairement des jeunes pour aller travailler ailleurs. Au Portugal, c'est pareil. Ils forment des jeunes qui vont travailler ailleurs parce qu'ils veulent des meilleurs salaires, etc. Donc, vous voyez, on a d'un côté, on veut attirer des vieux très riches en les exonérant d'une fiscalité imposante pour qu'ils puissent s'installer. Et de l'autre côté, vous avez des jeunes qui fuient le pays. Donc c'est très difficilement entendable, encore une fois. Ça ne peut être que même condamnable, que vous n'ayez pas d'avenir pour une grosse partie de la jeunesse, alors que vous permettez à des gens très riches de venir en les exonérant d'une grosse partie de la fiscalité. En réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un système. Il faut dire les choses comme elles sont. On a un système, des matrices, comme par exemple le marché unique, qui permet les mouvements des capitaux, qui a entraîné la concurrence fiscale. On a des acteurs qui refusent de nommer les choses, puisqu'il n'y a pas de paradis fiscaux. On a un droit qui est absolument inadapté. Et on a des dirigeants politiques qui ne veulent pas s'attaquer à l'évasion fiscale, en fait. Ils préfèrent s'attaquer aux retraites, etc., mais ils ne veulent pas s'attaquer à l'évasion fiscale. Monsieur Attal, à un moment, on s'en souvient, en pleine période de la réforme des retraites, il s'est dit, les gens sont un peu fâchés. Il a commencé à dire, oui, je vais aller taper l'évasion fiscale et je vais créer 1500 postes d'agents. C'est très bien. Mais il en avait supprimé, il y avait eu 3000 suppressions depuis 2015. Donc vous voyez, on est toujours dans des effets d'annonce comme ça. Rien ne change globalement et on perd des milliards qui pourraient financer des choses permettant à la majorité d'entre nous de mieux vivre. Et si vous croyez que les riches se sont faits tout seuls et tout ce mythe autour de la richesse qu'on ne doit pas toucher parce qu'ils ont travaillé dur, on a un autre instant Porcher où on avait parlé et on avait déconstruit ce mythe-là, donc je vous invite à aller le voir. Merci Thomas. Merci Lisa. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. Ça y est, on est à la télévision. Alors pour vous qui nous regardez sur Internet, ça ne change rien, quoique c'est une révolution médiatique. Ça y est, grâce à vous, nous avons enfin un média libre et indépendant, un média des luttes sur les bouquets télé des box Internet. Oui, nous nous frottons aux grandes chaînes. Pour l'instant, nous sommes sur le canal 350 de Free, car malgré le conventionnement de l'Arcom, des opérateurs privés nous barrent encore la route. Nous avons d'ailleurs lancé une pétition contre cet accaparement des canaux malgré un oui de l'État. Et pour l'occasion de ce lancement sur la télé, après avoir vu tout votre enthousiasme et la force que vous nous avez donnée, nous avons décidé de poursuivre quelques jours notre grande levée de fonds Kiss Kiss Bank Bank. Aidez-nous à bâtir et faire vivre une grille des programmes ambitieuse. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires qu'on lit et pousse en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.